France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Après un premier roman paru il y a 20 ans, Une fièvre impossible à négocier, après La petite communiste qui ne souriait jamais, après Chaviré, prix du roman des étudiants France Culture Télérama il y a 2 ans, elle signe Quand tu écouteras cette chanson chez Stock. Lola Lafont est l'invitée du club, de Bienvenue au club Culture aujourd'hui. 12h50, c'est le Book Club. Que peut la lecture, que provoque-t-elle en nous? L'écrivaine Alice Zeniter pour toute une moitié du monde chez Flammarion et le philosophe Peter Zendi, auteur de Pouvoir de la lecture, de Platon au livre électronique, à la découverte, sont nos invités aujourd'hui. C'est le principe d'une collection, de cette collection Manui au musée, qui commence et qui, comme son nom l'indique, propose à des écrivains de passer une nuit dans la galerie de son choix. Éric Chevillard s'était enfermé au Muséum d'histoire naturelle à Paris, Diane Masloum au Musée national de Beyrouth, Kamel Daoud de mémoire au musée Picasso. Lola Lafont, elle s'est rendue à Amsterdam, ça n'a pas été facile d'ailleurs, pour passer la nuit dans la maison Anne Frank, nouant son histoire à celle de la jeune fille qui rêvait de devenir écrivaine. C'est un récit bouleversant, nous dit le critique littéraire Jérôme Garcin, qui a placé ce récit en tête de notre sélection l'Obs France Culture. Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Et cette nuit, vous l'avez passée là-bas, une nuit où vous avez peu dormi, une nuit où vous êtes resté éveillé, vous avez été hanté par le vide de cette maison, par le vide de cette annexe où vous avez passé la nuit. Que s'est-il passé ? C'était une très longue nuit. Je suis restée 10 heures. Je ne sais pas si finalement j'ai été hantée. Je pense que j'ai été confrontée au vide et que j'ai été confrontée à l'absence des habitants de l'annexe. C'est vraiment la première chose qui m'a frappée quand enfin j'ai été seule et que la vigile, parce qu'il y avait aussi une vigile, m'a laissée. D'abord, ce musée est celui du vide, parce que très concrètement, il n'y a rien. Et c'est ce qu'avait voulu le père d'Anne et de Margot Frank, Otto Frank, quand il a été question d'en faire un musée. Il voulait que ça reste dans l'état où les nazis l'avaient laissé après leur arrestation, qu'il n'y ait rien. Et donc, je me suis retrouvée confrontée vraiment à cette absence. Étrangement, j'ai été très agitée. Et dans cet endroit qui est celui de la contrainte physique, puisque c'est quand même important de le dire, les 8 habitants de l'annexe, puisqu'il y avait la famille Frank et une autre famille, étaient obligés de se taire pendant toutes les heures de bureau, puisque c'était la petite entreprise d'Otto Frank et que les employés, pour la plupart, n'étaient pas au courant de leur présence. Donc il n'y avait ni parole, ni possibilité de marcher, ni possibilité d'aller aux toilettes, ni de faire couler de l'eau. Donc c'est le lieu de l'immobilité. Moi, je suis allée d'une pièce à l'autre. J'étais un peu... j'essayais de calmer l'anxiété, peut-être en comptant le nombre de pas dont elle disposait aussi. Qu'est-ce que c'est que ce voyage qu'elle a fait, qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est 25 mois d'adolescence sur 42 mètres carrés et un endroit où en même temps, paradoxalement, elle a créé toute une œuvre, elle a développé tout un monde qui nous est parvenu. Pour se confronter à ce vide, est-ce qu'on repart du texte ? Est-ce que vous étiez parti avec le livre, le journal d'Anne Frank ? Est-ce que vous en avez relu des passages ? Découvert d'autres que vous n'aviez pas lus avant ? Pas du tout, en fait. J'ai fait l'inverse, pratiquement. Je me suis interdit la lecture, la relecture du journal que, un peu comme tout le monde, j'ai lu entre 11 et 12 ans. Pendant les mois qui ont suivi la nuit dans la maison Anne Frank, puisque comme vous le disiez, ça a été compliqué. Il y avait Paris, le confinement à Amsterdam. Il y a eu 6 mois. 6 mois pendant lesquels j'ai pu lire autour d'Anne Frank, c'est-à-dire d'autres choses, sur la notion de mémoire, sur la notion de trace, l'autobiographie d'une des bienfaitrices, Mépris. J'ai lu quantité de choses, mais je ne voulais pas relire le journal. Je voulais être dans le lieu. Je voulais expérimenter cet espace-là. Mais pendant ces 6 mois, j'ai eu aussi la chance de faire des rencontres par Zoom qui m'ont tout de suite indiqué dans quelle direction j'allais pouvoir aborder cette histoire. J'ai rencontré le directeur du musée, Ronald Léopold, qui m'a tout de suite dit qu'il déplorait le fait que l'idolâtrie qu'elle déclenchait, c'est-à-dire cette
icône, cette photo, écrase son œuvre. Et puis j'ai rencontré Laurine Nussbaum, 96 ans, qui est une professeure de littérature à la retraite, une des grandes spécialistes du journal, et qui est aussi une des dernières personnes en vie à avoir connu les sœurs Franck à Amsterdam. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle m'a tout de suite mise en garde. Elle m'a dit attention, le journal, ce qu'on appelle le journal, c'est un récit. Et d'ailleurs, sa version originale, aux Pays-Bas, ça s'appelle l'annexe. C'est comme ça qu'elle voulait que ça s'appelle, récit de l'annexe. Parce que en mars 1944, quand ils étaient enfermés déjà depuis plus d'1 an, Anne Frank a entendu à la radio le discours d'un ministre en exil qui a demandé aux habitants des Pays-Bas de conserver leurs écrits parce qu'après-guerre, ça ferait preuve, ça ferait témoignage. Et elle Elle s'est se lance à corps tout de perdu, suite en dit, fait, voilà, c'est dans tout de ce, suite dans dit, ce mon journal journal sera que publié. j'écris, il sera publié. Et du coup, elle a commencé à le réécrire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle quitte d'une certaine façon sa peau de diariste adolescente, elle devient écrivaine. Parce qu'évidemment, quand on réécrit, pour moi, on passe vraiment à l'écriture. Donc, elle fait des choix, elle enlève des passages, elle réorganise vraiment son récit. Donc, voilà ce que Laurine Nussbaum m'a dit d'abord, c'est on ne va pas la réduire à un témoignage, on ne va pas la réduire non plus à quelque chose simplement d'intime. Elle avait vraiment, elle a désiré la publication et elle ne voulait pas être vénérée. Ça, c'est important. Alors ça, c'est raté, parce Oui, c'est raté. qu'effectivement, c'est ce que raconte aussi le film d'Harry Folman, Ouais. film d'animation sorti il y a 1 an ou 2. Mhm. C'est cette idolâtrie, effectivement, et cette manière dont Anne Frank, son nom, est presque devenu une marque, une étiquette, son hyper-présence dans la ville, et aussi peut-être la manière dont on détourne ce qu'était l'envie, l'idée originale de ce journal que vous racontez bien, ce qui est marquant, troublant, et c'est la spécialiste Laurine Nussbaum qui vous le dit aussi et qui attire votre attention sur ce point, c'est avec quelle obstination les éditeurs notamment ont réduit ce journal, hein, la Shoah, le génocide, l'histoire de l'antisémitisme, les qualités littéraires du journal et la force historique de ce récit et de la tragédie en cours vont être occultées pendant les décennies qui suivent. Dans les années 60 par exemple, vous le racontez, on pouvait lire ceci sur la 4e de couverture. Lire le journal d'Anne Frank, c'est assister à l'épanouissement d'une adolescente face à l'adversité. Et vous relevez ce mot. Oui, évidemment, les mots qu'on n'emploie pas sont aussi parlants que ceux qu'on emploie. Et quand, évidemment, au dos du livre, on lit l'adversité au lieu du nazisme, c'est quand même très parlant, de la même façon que, comme vous le dites, les différents éditeurs tout au début ont allègrement coupé des pages, c'est-à-dire l'éditeur néerlandais a enlevé les scènes de sexe, parce que Anne Frank, c'est une adolescente qui était d'une liberté incroyable, c'est-à-dire elle décrit son sexe, elle parle de son extase devant les corps de femmes nues, elle parle du mariage de ses parents. Alors ces pages-là ont sauté au début aux Pays-Bas. Et les Allemands, eux, au nom d'une réconciliation, entre guillemets, ont enlevé tout ce qui pouvait sembler négatif à l'égard du peuple allemand, c'est-à-dire toutes les pages sur les nazis et l'antisémitisme. Et il y a eu, comme ça, au fil des décennies, des réécritures constantes. Celle qui m'a vraiment sidérée, c'est la façon dont Hollywood et Broadway, c'est-à-dire vraiment le spectacle, s'est emparé de cette histoire pour en faire un texte, entre guillemets, encore une fois, universel. Et quand on veut faire un succès universel, eh bien, on enlève tout ce qui fâche. Et là, j'ai pu vraiment lire les passages qui ont été enlevés du journal, c'est-à-dire on a enlevé tout ce qui était de l'ordre de la terreur, quand elle parle des rafles dans la rue, tous les moments où elle parle de la guerre, et consciemment, ça a été organisé comme une comédie familiale, comme quelque chose où elle parle de son amour pour le jeune homme Peter, des conflits entre ses parents. Et voilà, les premières critiques de la pièce de théâtre, c'était formidable, on sort de là, c'est pas du tout sombre comme histoire, dit le gars du Herald Tribune, on sort de là sans haine contre les nazis. Oui.
Anne Frank, elle faisait partie d'une famille normale jusqu'à la montée du Oui, national-socialisme allemand. Elle est née à Francfort, elle va quitter l'Allemagne après l'arrivée d'Hitler au pouvoir avec sa famille. Et les premières années à Amsterdam, elles sont plutôt normales, là encore, jusqu'à l'occupation nazie, jusqu'au 20 juin 42, avec ces pages terribles dans son journal que vous relatez. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune, les Juifs doivent rendre leur vélo, les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram, les Juifs n'ont pas le droit de circuler dans une voiture particulière, les Juifs ne peuvent pas faire leurs courses que de 3 heures à 5 heures. Les juifs ne peuvent pas aller chez un coiffeur, ou alors seulement s'il est juif. Les juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Les juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine, de jouer au tennis, au hockey ou à d'autres sports, etc., etc. Quand est-ce que les Francs ont-ils cessé d'y croire à cette relative accalmie qu'ils ont trouvée au départ quand ils sont à Amsterdam? Quand est-ce que Otto Frank a perdu ce que vous appelez la foi tragique qu'il avait placée jusqu'ici dans son pays d'adoption? Est-ce que vous avez trouvé dans le journal de sa fille ce point de basculement? alors elle ne raconte pas, tout ce qui se passait évidemment, tout ce qui se racontait, dans la famille, mais effectivement elle mentionne, quelques jours avant le départ, c'est-à-dire, en juillet 42, elle dit, «Ça y est, la nouvelle, terrible est arrivée. Ma sœur Margot, son aînée, a reçu une convocation» et donc à ce moment-là, la convocation, elle était adressée à tous les juifs entre 16 ans et 40 ans et elle vous envoyait vers les camps, évidemment. La convocation, c'est le point de départ, c'est le moment où Otto Frank dit il va falloir fuir. Mais lui, il avait commencé bien avant à organiser la cachette. Parce que ça, on le sait, il a fait plein d'allers-retours dans la ville, peu à peu, avec dans un sac une casserole et des draps, etc. Donc lui, il a commencé à penser à la clandestinité avant qu'elle le mentionne, mais elle ne le savait pas, évidemment. Elle avait 13 ans. Vous avez grandi, Lola Lafont, notamment en Roumanie. Vous avez passé des vacances régulièrement dans les Landes, chez la Oui. partie française de votre famille. Une partie encore vit au nord des États-Unis. Vous veniez de partout. Et en même temps, entre les murs de cette maison-musée, entre ces quatre murs, dans ce vide auquel vous vous confrontez, est-ce que vous diriez que vous vous êtes senti soudain de quelque part? Oui, c'est une idée un peu terrible, mais finalement, peut-être que c'est une des raisons, pour lesquelles je suis allée là-bas. C'est-à-dire qu'effectivement, heu, ma famille a suivi le même parcours, tragique que celui de la famille Frank puisque beaucoup plus oui, la majorité, de ma famille est morte, soit dans les convois qui les menaient à Auschwitz, soit, à Auschwitz. Et pendant toute mon adolescence et puis, la vingtaine, moi, j'ai complètement refusé de cette histoire-là. Enfin, en tout cas, je ne voulais pas en entendre parler. Je pense que, heu, il faut pouvoir endosser, un héritage du vide et finalement, à un moment donné, quand il y a une absence pareille généalogique, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de très concrètement, il n'y a pas d'histoire, on ne sait pas où sont morts les gens, on ne connaît que leur nom et puis après voilà, il y a que la mort. Hem, Se bâtir sur l'absence, c'est quelque chose de particulier. Donc effectivement, peut-être que le temps était venu comme autrice, en fait, de confronter, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir trouver de traces? De devoir renoncer à la trace? Moi, j'ai toujours été très fascinée par les traces, totalement obsédée par les maisons de famille. Dès que j'allais chez quelqu'un qui avait une maison de famille, j'étais à la fois fascinée et très triste aussi. Mais finalement, il faut trouver un appui, même dans le vide. Donc peut-être qu'effectivement, dans la maison Anne Frank, dans l'annexe, il y a des reflets. Parce que s'il y avait quelque chose qui m'obsédait au moment de l'écriture, c'est de ne jamais me mettre en parallèle à Anne Frank. Jamais. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas. On ne peut pas être en parallèle à cette histoire-là, parce que moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas souffert. Donc je ne peux pas prendre à mon compte celle de mes grands-parents. Mais en revanche, il y a des reflets. Et dans cette nuit-là, moi, j'ai vu énormément de reflets.
Et vous dites que vous y alliez, qu'il était peut-être temps d'aller s'y confronter comme Oui, autrice. oui. Pourquoi comme autrice? Non, mais Pourquoi pas comme comme femme? Mais non, oui. mais c'est intéressant. Pourquoi vous êtes partie avec votre plume d'écrivain, avec cet habit peut-être qui vous protégeait ou qui vous permettait d'aller explorer cette trace-là différemment? Oui, je pense qu'à la fois c'est une protection et puis écrire finalement pour moi, c'est le moyen de faire quelque chose de ce vide. C'est-à-dire que comme personne, je suis complètement impuissante à faire quelque chose et puis comme autrice, je peux, finalement c'est la phrase de Pérec que j'adore et que je vais Mmh. évidemment, pas retrouver complètement, mais qui est de dire que écrire, c'est garder la trace des morts, mais c'est aussi dire qu'on est vivant, que s qu'on est vivant. Donc c'est une façon de dire: «Moi je suis là». Et je peux vous dire certains parcours. Alors, s'il n'y a pas eu de fantômes pendant la nuit, il y a eu des silhouettes et il y a eu des présences parce que vraiment, cette nuit-là, elle a été extrêmement habitée, bizarrement. Et il y a notamment celle de votre grand-mère, hein, Ida Goldman, qui Ouais. va apparaître. C'est elle qui vous a offert une médaille avec le portrait d'Anne Frank quand vous aviez une dizaine d'années. Mmh. N'oublie pas, vous a-t-elle dit à ce moment-là, avec cette habitude qu'elle avait, et vous le racontez aussi, d'utiliser l'impératif, Ah de oui. conjuguer les verbes à l'impératif quand c'était important. De quel souvenir êtes-vous devenue la gardienne à ce moment-là, quand elle vous a donné ce médaillon? Je pense que c'était pas très clair, il y avait cette injonction à ne pas oublier que j'ai entendue à peu près, toute mon enfance et que, il faut à la fois ne pas oublier et ne pas rester sidéré et c'est ça l'enjeu pour moi de tout ça. C'est-à-dire que on veut retrouver les traces de certaines histoires, mais on ne veut pas effacer les traces en marchant dedans non plus. On veut pouvoir marcher à côté de ce qui nous constitue et puis trouver aussi son propre chemin. C'est ça, hein, en fait, le paradoxe de chercher, d'où on vient. À ce moment-là, vous ne lui dites pas: «Mais n'oubliez pas quoi?» Vous Non, ne lui parce que posez pas la question? c'était évident et je pense que ma grand-mère, comme tous les gens de cette génération-là, elle était juive polonaise, mon grand-père était juif russe. Il y avait une obsession de l'intégration. La France, c'était le pays d'accueil, qui les a quand même, pourchassés aussi. Mais il y avait, par-dessus tout, un amour pour la France qui était immense et qui passait par la littérature, qui passait par l'amour de Victor Hugo, de voilà, des mots. Donc beaucoup de mots, chez cette grand-mère qui ne pouvait pas lire puisqu'elle a appris à lire très tard, mais elle vénérait les mots. Donc n'oublie pas, ça suffisait. Sur le choix d'aller dans cette maison musée, Lola Lafont, cette maison sanctuaire où Anne Frank a vécu, cachée avec sa famille 26 mois jusqu'à leur arrestation, sans doute sur dénonciation en août 1944, vous donnez ou vous évoquez quelques pistes, quelques raisons. Il y a aussi, selon vous, peut-être cette idée que ça tient à votre goût, un goût que vous qualifiez de mal rangé. Vous ne vous seriez pas senti légitime, racontez-vous, à aller dans un musée d'art. Le bon goût, ostensible souvent, vous met mal à l'aise. Ça tient aussi à cette grand-mère, à votre grand-mère, une survivante doublée d'une battante, mais aussi d'une femme empêchée. Quand elle entendait des écrivains à la radio, racontez-vous, elle se métamorphosait. Elle redevenait la jeune fille qui avait désiré, voulu, rêvé, mais qui n'avait rien pu. Rien eu, ce sont vos mots. Il la surplombait, ces écrivains, l'intimidaient, l'art ne lui était accessible que raconté par les autres. Elle leur vouait un amour démesuré, les appelait par leurs prénoms, les citait. Et ça, c'est pas des noms d'écrivains qu'elle vous citait, mais ceux des journalistes qui leur donnaient la parole. Bernard Pivot, Jacques Chancel, Ève Ruggieri. Aujourd'hui, c'est vous, l'écrivaine, ici. Ce midi, c'est aussi un peu peut-être, à son oreille à elle que vous parlez. Sûrement, sûrement. Il y a une responsabilité effectivement à me dire que je ne suis pas empêchée justement, que donc je dois faire quelque chose de ces mots, qui sont là, voilà, avec lesquels je peux inscrire des traces, des mémoires et encore une fois, je parle des reflets, mais l'histoire d'Anne Frank, elle a quelque chose de, comme vous disiez au début, elle est tellement galvaudée, elle est tellement réécrite, elle fait l'objet
il faut en parler quand même de tellement de haine aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'amour autour d'Anne Frank, du délire amoureux, mais l'obsession des négationnistes, c'est Anne Frank aussi. Et quand tu écouteras cette chanson, je n'ai pas voulu les nommer, parce que je pense que c'est quand même leur faire beaucoup d'honneur, et puis qu'ils se ressemblent tous sur des décennies, mais il y en a quand même un, français d'ailleurs, qui a eu cette phrase incroyable de sexisme et de bêtise, qui est de dire non mais le journal n'existe pas, parce qu'aucune fille de 15 ans ne serait assez intelligente pour penser ou écrire cela. Quand tu écouteras cette chanson, on ne le nommera pas, on est d'accord, hein, j'insiste Non. pas. Quand tu écouteras cette chanson, Lola Lafont, pourquoi ce titre? Il vient d'où? Alors, ce titre, il vient d'une lettre, il est dans une lettre que j'ai reçue enfant, d'un jeune homme qui finalement m'a légué non seulement des lettres, mais des mots, et puis qui m'a un petit peu projetée dans le futur en m'imaginant adulte. Et son souvenir s'est imposé au cours de la nuit, parce que j'ai réalisé, mais vraiment j'ai réalisé en étant là, dans l'annexe, que, alors encore une fois, je ne trace pas de parallèle, mais il y a un reflet incontestable. Il avait 15-16 ans, et puis il était cambodgien, et moi je l'ai connu juste avant qu'il ne meure dans le génocide perpétré par les Khmers rouges, et qu'il a écrit des lettres, et que je les ai gardées sans toutes les comprendre enfant. Je les ai relues, et j'ai vu un testament. Et voilà, il m'a demandé, quand j'écouterais une chanson, de ne pas l'oublier. Et c'est cette image manquante que vous avez retrouvée Oui. à la manière de Ritipan lors de cette visite au musée, Lola Lafont. Son nom, vous ne l'aviez écrit dans aucun roman. Vous Non. n'avez pas souhaité en faire un personnage de fiction de ce jeune homme que vous avez croisé pendant une dizaine de jours, qui avait 14-15 ans à l'époque. En revanche, il a figuré dans votre journal intime. Qu'est-ce Oui. que vous couchiez dans ce journal intime? Alors c'est vrai que je tiens mon journal depuis que j'ai 7 ans, je crois, donc c'est peut-être une maladie un petit peu étrange. Euh, Mon journal était évidemment enfant, et il s'est un petit peu métamorphosé, vous vous doutez quand même. Ça a toujours été un mélange très foutraque d'événements, de films que j'ai vus, de livres que j'ai lus, de petites choses, et puis de prendre des notes pour ce que je ne veux pas oublier. Pour le coup, j'ai toujours noté des instants, en fait. Donc le journal, c'est aussi un matériau d'écriture parfois. Il pourrait être publié un jour, ce Oh là là, journal? non, enfin j'espère pas, parce que Surtout pas. non. Lola Lafont est notre invitée à l'occasion de l'apparition de Quand tu écouteras cette chanson chez Stock dans la collection Ma nuit au musée, où vous écrivez: Mon goût ignore la hiérarchie, il mêle les chansons pailletées des comédies musicales aux danses roumaines de Bartok, les pages sublimes des livres de Paul Nizan à celles d'autres auteurs décrétés médiocres dont les romans à l'adolescence m'ont ému. On a choisi pour vous un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev.
Roméo et Juliette, d'après Monsieur Shakespeare, à voir très bientôt dans une nouvelle chorégraphie et mise en scène, signée Benjamin Millepied sur cette musique, donc de Prokofiev. Ce sera du 15 au 25 pour commencer à la Scène musicale près de Paris. Lola Lafont, Roméo et Juliette, vous me disiez en écoutant que vous voyez déjà les pas se faire. Ah oui, non, mais je vois très bien vous, la l'ancienne chorégraphie. danseuse, ouais, on y retrouve. On accueille dans ce studio Sébastien Thème, qui est mon complice de la deuxième partie de Bienvenue au Club. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. Quelle est la question qui a été posée aux auditeurs Eh bien, on a demandé aux auditrices et aux auditeurs de nous confier un livre qui les avait transformés. Alors vous pouvez continuer à y répondre via le hashtag Book Club Culture. Et puis on partira aussi se promener dans les rayonnages d'une bibliothèque tout à l'heure, Olivia. On va parler effectivement des pouvoirs de la lecture et tout le monde sait que les écrivains sont d'abord de grands lecteurs. Vous nous racontiez, Lola Lafont, que vous aviez, vous, comme beaucoup, lu pour la première fois le journal d'Anne Frank à 11 ans. J'avais une petite question. Est-ce que, en le relisant aujourd'hui, vous restez bienveillante par rapport à l'enfant et à l'interprétation qu'elle a donnée de ce journal quand vous aviez 11 ans, même si on imagine qu'aujourd'hui vous le relisez totalement autrement? Bien d'abord, la version que j'ai lue moi à 11 ans n'était pas complète et elle était encore un petit peu charcutée parce que la version complète qu'on doit à, je crois, Myriam Pressler et à d'autres historiennes et historiens et chercheurs, elle a paru en 96, je crois. Mais vous vous identifiez vous vous êtes identifiée à ce moment-là, dans votre souvenir, à cette jeune fille? Non, je ne me suis pas identifiée à elle, mais évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'ai tout de suite demandé un cahier pour commencer un journal avec un petit cadenas, évidemment, indispensable. La petite clé. Indispensable, Mais oui. indispensable, pour pas que les parents aillent Oui. jeter un coup d'œil dedans. Donc j'ai quand même compris l'importance de l'écriture intime, je pense, à ce moment-là. Et ça a été un point de départ. Et à cette question posée aux auditeurs, un livre qui vous a transformé, vous, durant cette adolescence, est-ce Alors, qu'il y en a un qui vous vient en tête? est-ce que je peux répondre avec un petit peu de l'enfance? Parce que moi, d'abord, j'ai l'impression que c'est une somme de livres qui m'ont transformée. C'est l'un plus l'autre et l'un contre l'autre. Mais, alors je suis désolée, ça va peut-être pas être la réponse attendue, mais j'ai l'impression que ce qui m'a transformée, c'est les Fantomettes, moi. Parce que, oui, Ouais, c'est mais bien, oui, mais c'est très bien. mais oui, parce que d'abord, ça m'a donné une frénésie de lecture incroyable. Et puis, j'ai compris qu'à un moment donné, ça s'arrêtait. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'appelait Georges Georges Chollet. Chollet, ouais. Et qu'évidemment, il ne pouvait pas en écrire autant que je lisais à l'époque. Et j'adorais cette histoire sans adultes aussi. C'était un monde dont les adultes et l'autorité étaient complètement exclus. Donc ça m'a vraiment transformée. Vous avez trouvé votre place. Merci mille fois, Lola Lafont, d'avoir été avec nous. Quand tu écouteras cette chanson, Merci à vous. votre nouveau récit vient de paraître chez Stock. Merci. Et je rappelle qu'il est dans la sélection France Culture L'Obs à retrouver sur notre site. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Didier Pinault. Aujourd'hui, c'est Thomas Beau qui est à la réalisation, comme tous les jours, avec Marie-Claire Ouma-Badi.